Mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, comme vous tous, j'ai été assez perturbé par l'annonce de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles. Cependant, malgré les vidéos que je vous ai faites, j'ai quand même pris le temps de réfléchir à quel serait le but de cette annonce. Et je vous propose ma vision à moi de pourquoi il a fait ça dans cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous allons commencer par cette actualité. Alors que la deuxième séance plénière des chefs d'État vient de se terminer, Lula a profité de ce rassemblement des chefs d'État des plus grandes économies du monde pour défendre un projet qui lui tient à cœur depuis des années, celui de la réforme des institutions de gouvernance mondiale et notamment le Conseil de sécurité de l'ONU. Lula, dans son discours, a critiqué le droit de veto accordé à seulement 5 pays membres de l'ONU. Il demande une plus grande participation des pays en voie de développement et notamment du Brésil, car ce G20, ce sommet du G20 à Rio, est pour le géant latino-américain et son président Lula une sorte de tremplin. Lula qui se rêve en leader des pays du Sud global. D'ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir, il ne cesse d'essayer de renforcer les liens et les dialogues entre les différents pays du Sud. Aujourd'hui, Lula a également émis des critiques en parlant d'échec de la mondialisation néolibérale. Il a demandé aux chefs d'État une plus grande coopération fiscale internationale. Voilà, donc on va arrêter là pour cette actualité. L'agenda international de cette semaine, les 2 derniers mois de Joe Biden, était celle-ci. Ça, je crois, c'est la dernière sortie internationale de Joe Biden. Et Joe Biden a annoncé que si l'Ukraine frappait le territoire russe avec des missiles, comme par hasard, le soir avant le début du G20, comme on l'annonce dans cette vidéo. Ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé il y a 3 heures à Rio de Janeiro avec ses équipes. Pour le moins, cela augure d'un G20 très tendu, là où le président Lula voulait que l'on aborde principalement des questions d'égalité entre les pays du Nord et les pays du Sud quant à la place des pays du Sud dans les institutions internationales comme le FMI, l'OMC, la Banque mondiale ou l'ONU, et que l'on aborde la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette annonce étonnante, belliciste, dangereuse, faite par Joe Biden, augure d'un G20 qui portera sur des sujets totalement différents. Voilà. Et j'arrête ici cette information. Et donc, vous voyez, cette annonce, par rapport à un G20, où les BRICS sont en train de prendre de plus en plus d'importance, où le Sud est de plus en plus en train de s'unir contre ce que font les Occidentaux, et particulièrement contre l'état calamiteux dans lequel l'administration Biden a plongé le monde, il fallait provoquer un choc médiatique qui allait faire que les gens, ils allaient oublier le G20 et où aussi pendant le G20, au-delà des revendications des pays du Sud, on allait se consacrer sur autre chose. Comme vient de le dire ce journaliste, le G20, à partir du moment où les Américains ont annoncé ce qu'ils ont annoncé, l'objectif de ce G20 a été totalement détourné de ce qu'elle aurait dû être, puisque même si l'agenda est maintenu, tout le monde comprend ici que tout le monde a à la bouche, et YouTube et tous les réseaux sociaux vous le montrent, tout le monde a à la bouche, c'est que Joe Biden vient d'annoncer, les conséquences potentielles de ce que Joe Biden vient d'annoncer pour l'Ukraine, pour Trump et pour la Russie. Et donc là, je vais vous mettre maintenant un décryptage de la décision de Joe Biden et je vais vous donner mon opinion à la fin de celle-ci ou pendant celle-ci, comme j'ai l'habitude de faire. Énième revirement américain, Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui a poussé Joe Biden à finalement donner son approbation? Pourquoi maintenant, en pleine transition?
Alors, il y a une idée persistante ici, et notamment depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Cette idée, c'est que celui des deux principaux belligérants du conflit, russe et ukrainien, les deux principaux belligérants de cette guerre, celui d'entre eux qui aura pris le plus de terrain à l'autre avant l'entrée de la prochaine administration en fonction ici à Washington, alors celui-là en tirera un bénéfice quand elle sera assise à la table des négociations. Parce qu'ici, à Washington, tout le monde semble avoir admis déjà le fait que Trump va asseoir Poutine et Zelensky comme par magie le lendemain de son investiture. Rien que ça, pour l'administration démocrate, c'est quand même un sacré constat d'échec. On l'a dit, Voilà. La première indication qu'on a, et même si, moi, pour moi, tout ça, ce n'est que des leurres, puisque moi, pour moi, je vais vous donner pour moi la véritable raison pour laquelle Joe Biden a fait ça. La principale raison ici, c'est que premièrement, ils veulent pas accepter l'échec qu'ils ont eu sur le dossier ukrainien. Ils ont promis aux Ukrainiens qu'ils allaient les conduire à la victoire. Ils les ont conduits à la catastrophe. Ils ne savent pas comment faire sortir les Ukrainiens de là, puisque étant donné que c'est eux qui ont amené les Ukrainiens dans ce bourbier, ils ne pouvaient pas dire aux Ukrainiens, maintenant on vous lâche, vous êtes obligés de faire un compromis avec Poutine. Et donc le fait de savoir que leur bourbier sera le succès de Trump leur fait mal au cœur. Et donc, en partie, ils veulent aussi savonner la planche pour Trump, le mettre en difficulté et faire en sorte que la promesse, ou c'est que tout le monde pense comme acquis, ne puisse pas se réaliser. Il reste 2 mois à l'administration Biden, mais ce ne sont évidemment pas les 2 mois durant lesquels une administration battue peut brutalement décider de changer de politique pour essayer autre chose. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'aurait aucun sens. Ce feu vert donné par Joe Biden arrive trop tard en réalité. Personne ici au Pentagone ne pense que cette décision est de nature à inverser la tendance amorcée par la Russie en ce moment. En revanche, même si personne en dehors du camp de Donald Trump ne le formule clairement, il y a une vraie interrogation quant aux conséquences de frappes ukrainiennes dans la profondeur du territoire russe. Ce sur quoi on semble s'accorder, c'est sur une utilisation de ces armes sur le champ de bataille de Koursk, visiblement, et toujours dans la perspective de négociations, encore une fois. Maintenant, voilà. Et moi, c'est là je décroche avec l'idée que cette décision aurait été prise pour aider les Ukrainiens. Parce que de toute manière, on sait qu'à Koursk, ils ont déjà perdu plus du 2/3 du territoire qu'ils avaient pris. Et je vous ai montré dans ma vidéo hier que les Russes ont freiné leur attaque sur les soldats qui se trouvaient dans Koursk même, et ils ont détruit tous les renforts qui venaient pour porter main forte, ou en tout cas une bonne partie des renforts qui venaient pour donner main forte à ces soldats-là qui sont dans Koursk. Some cases in events when the Russians attacked the same place with 4 Iskanders in a row. For example, this is the video that was published on the 4th of November. 4 Iskander missiles attacked the same place and Ukraine suffered significant losses. Et donc on vous dit, quand les Russes ont découvert cet endroit, il arrivait que on ait plusieurs frappes d'Iskander sur la même zone en même temps. Et là, on vous montrait 4 frappes d'Iskander successives sur la même zone. Et donc, les unités qui étaient venues porter main forte à ceux qui souffrent à Koursk ou à ceux qui sont restés à Souja ont en grande partie été décimés, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Parallèlement à cela, ils ont fait l'une des attaques les plus massives qu'ils ont réalisées sur l'Ukraine depuis le début de ce conflit. Et hier aussi, vous avez appris que la population ukrainienne, contrairement à ce qui se dit sur les plateaux de télé de l'Occident, est de plus en plus fatiguée et que la plupart des familles ukrainiennes ont une personne qui est sur le front et que désormais, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir la paix et la sécurité et surtout la garantie qu'ils ne revivront plus ça. Puisque là, au lieu d'être la bataille, soi-disant, qui allait mobiliser les Ukrainiens, c'est en train de devenir la bataille de la terreur ukrainienne. Ils sont traumatisés par ce qu'ils vivent là
et ils ne veulent plus revivre ça. Donc, ils sont prêts à des concessions pour ne plus revivre ça. Et c'est cela qui donne des sueurs froides aux otanistes et à tous les gens qui sont pro-guerre. Alors justement, hier, dans une interview, le président Volodymyr Zelensky évoquait la possibilité d'un arrêt de la guerre en 2025. Comment ces propos ont-ils été accueillis par la population ? C'est compliqué parce qu'évidemment personne, vous l'imaginez, plus que les Ukrainiens ne souhaitent plus la paix. On en revient aux soldats. Imaginez ce que ça signifie que de devoir affronter un troisième hiver à risquer de se faire tuer dans des tranchées. Les Ukrainiens veulent la paix, mais ils veulent la sécurité, la garantie que si un accord venait dans les prochains mois à être signé, ils auront cette garantie que la Russie ne les attaquera plus jamais. Or, on le sait, il n'y a rien de tel à l'horizon. Suite à l'élection de Trump, à sa volonté de mettre fin à la guerre rapidement, l'angoisse est évidemment montée de plusieurs crans ici, parce que les Ukrainiens ont tout simplement peur d'être abandonnés, littéralement. Parce que si le peuple, lui, commence à faire attendre sa voix qu'elle ne veut plus de cette guerre et qu'elle est prête à concéder des choses pour avoir la garantie de ne plus revivre ça, ils ne pourront plus continuer leur agenda de vouloir faire une extension de l'OTAN en Ukraine. Parce que si jamais les Ukrainiens ne veulent plus revivre ça, ils accepteront les deux que l'OTAN, ça ne les concerne plus et qu'il ne faut plus que l'OTAN soit sur leur sol. Ce qui embêterait les mondialistes, les Européens et tous les pro-guerre et surtout tous les gens qui sont anti-Russie, anti-Chine. Pour Donald Trump et son entourage, il s'agit là tout simplement d'une erreur qui peut conduire au troisième conflit mondial. Il n'y a de cesse de le répéter sur son réseau social privé. C'est d'ailleurs une décision de Joe Biden qui a déclenché la colère du président élu. Donald Trump a même menacé en disant que, certes, il n'a pas le pouvoir du président en exercice, mais il a néanmoins celui du président élu, sous-entendu « j'ai le peuple avec moi ». Et c'est bien en utilisant ce pouvoir que Donald Trump jure d'empêcher toute frappe ukrainienne contre la Russie avec des armes américaines. C'est ce qu'il formule au moment où on se parle. On ne voit pas très bien comment il va pouvoir faire, comment il va imposer sa décision à l'administration en place, mais voilà globalement le climat général. Et je terminerai en disant que, évidemment, un président sortant et un futur président qui s'écharpe sur la scène internationale pour savoir comment utiliser les missiles américains, c'est vraiment du pain béni pour Vladimir Poutine. Voilà. Je vais arrêter ici parce qu'ensuite, ils vont parler de considérations qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec mon propos. Joe Biden, en prenant sa décision, il sait bien que au niveau populaire, il n'a pas le soutien des Américains. Et il sait bien que Trump a déjà dit qu'il va réformer profondément l'administration américaine. Et les gens savent que ceux qui vont contribuer à mettre l'Amérique en danger ou le monde en danger ou à rendre difficile le mandat de l'administration Trump qui va débuter dans 2 mois, vont être les premiers à pâtir de ces décisions. Et donc, probablement que Joe Biden a fait l'annonce tout en sachant qu'il sera difficile de mettre en application. Par ailleurs, vous voyez bien qu'il circonscrit l'utilisation de ces missiles uniquement à Kursk. Ce qui, pour moi, est un élément révélateur, non pas d'une volonté de vouloir forcément rentrer dans l'escalade comme on le craint tous, mais plutôt de vouloir cacher autre chose, de vouloir cacher la plus grosse honte de son administration, qui est d'être, on peut le dire, complice de ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que si il n'aurait pas fait cette annonce, ce G20 aurait forcément débouché par la remise en cause de ce que les États-Unis ont contribué à faire au Moyen-Orient et à la remise en cause de la CPI et de toutes ces structures qui empêchent le règlement ou en tout cas l'arrêt de ce que Israël est en train de commettre là-bas. Comme on peut le voir ici avec Blinken quand on lui a posé la question sur Israël en Europe. Écoutez désormais qu'est-ce qu'il demande à Israël. Le ridicule de ça. We need to see real and extended pauses in large areas of Gaza, pauses in any fighting, in any combat, so that the assistance can effectively get to people who need it. Voilà. Il dit,
nous avons besoin de constater des pauses longues, sans combat, pour que l'aide humanitaire puisse parvenir aux victimes. Voilà où en est l'administration américaine avec Israël. Avant, c'était on a espoir d'avoir un accord de paix. Ça marche pas. On a espoir d'avoir un cessez-le-feu pour échange de prisonniers. Ça n'a pas marché. Maintenant, on veut des longues pauses. Ils ne veulent pas que le massacre s'arrête. Ils veulent des pauses pour que les gens mangent et recommencent à se faire massacrer après. Voilà où on est, l'administration Biden. Et voilà ce pourquoi ils ne veulent pas que les gens attendent parler ou que cette préoccupation-là soit remise au devant de la scène. Parce que ça, c'est le camouflet qu'ils vont garder avec eux. Comme la France a été reprochée d'avoir été complice dans le génocide qui s'est passé au Rwanda, cette administration est complice et même le principal complice de ce qui se passe à Gaza. Et donc, pendant ce temps-là, même si ils ne le disent pas, aux États-Unis, où ils savent que chaque journée qui passe est une journée qui nous rapproche du mandat d'arrêt contre les membres du gouvernement israélien. Et ils essayent à tout prix de préserver leur image parce que ça serait la honte que Netanyahou ou les membres du gouvernement israélien se retrouvent devant la CPI. Et donc ils essayent en parallèle de Joe Biden qui fait diversion en donnant l'autorisation à l'Ukraine de tirer des missiles américains à Kursk, par derrière, voilà ce qu'ils font. Et on n'en parle pas, ou en tout cas, j'ai pas vu cette information passer dans les médias mainstream occidentaux. Des menaces à peine voilées et un nouveau message de la future administration Trump en faveur d'Israël. Si la CPI et son procureur ne reviennent pas sur leurs actions scandaleuses et illégales visant à lancer des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, le Sénat devrait immédiatement adopter une loi sur les sanctions, comme la Chambre l'a déjà fait. Et regardez bien le mensonge ici. Ils attribuent ça à Trump, alors que Trump n'est pas encore en place. Que Trump ne soit pas contre Israël, c'est une chose. Mais nous n'avons pas vu des décisions qu'on attribuerait à l'administration de Trump ne pas être déclarées par Trump lui-même. Et donc ici, on a cette télé israélienne qui vous attribue les paroles d'un sénateur. Je ne sais pas si ce sénateur fait partie de l'administration Biden ou pas, mais on attribue ça directement à Trump. Là encore, il faut prendre ça avec du recul. Fait sur une base bipartite. Le futur chef de la majorité républicaine du Sénat fait ici référence à un projet de loi appelant à des sanctions contre les responsables de la Cour pénale internationale. Voilà. Vous voyez la vérité, le futur chef de la majorité du Sénat. Ce monsieur ne fait pas partie de l'administration Trump. C'est un républicain comme tous les républicains qui a la chance que son parti a gagné les élections. Et donc qui sera probablement le futur président du Sénat. Mais on veut falsifier les faits et faire croire que l'administration Trump est déjà pro-Netanyahou ou pro-Israël. Peut-être que l'administration Trump sera pro-Israël, probablement, mais peut-être pas dans le sens où nous l'attendons tous. Un texte adopté par la Chambre plus tôt cette année qui annulerait les visas américains des fonctionnaires de la CPI, restreindrait l'entrée dans le pays et imposerait des restrictions financières à tout fonctionnaire de la Cour cherchant à détenir ou à poursuivre des alliés des États-Unis. Un projet de loi décrié par Joe Biden. Le président américain sortant s'était toutefois rangé aux côtés d'Israël au moment de la demande du mandat d'arrêt. Washington n'a jamais ratifié le statut de Rome qui définit les crimes internationaux. Nous avons clairement exprimé notre position sur la CPI. Nous ne reconnaissons pas sa compétence telle qu'elle est exercée. Et c'est aussi simple que ça. Nous ne pensons pas qu'il y ait une équivalence entre ce que Israël a fait et ce que le Hamas a fait. De son côté, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé à la commission préliminaire à La Haye d'approuver sa demande de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et 3 responsables du Hamas éliminés depuis par Israël, Yehia Sinwar, Ismaël Haniyeh et Mohamed Def. Karim Khan l'affirme, des crimes de guerre pourraient avoir été commis à Gaza dans le cadre de la guerre en cours contre le Hamas. Et ouais, même Karim Khan, on aurait dit qu'il fait du cinéma.
il dit des crimes de guerre auraient pu être commis dans la guerre qui se passe à Gaza. Pourrait. Nous avons vu ici des choses qui ont été faites à Gaza et lui, il dit pourrait, une possibilité. Mais ce qui est surtout choquant, c'est que pendant que tout le monde se focalise sur l'actualité ou la fausse actualité, la diversion de Biden pour occuper l'espace médiatique avec un autre sujet et éviter qu'on parle de son bilan sur la sécurité mondiale ou sur le chaos mondial qu'il a causé, voilà ce que son enfant gâté continue à faire. Regardez. Comme chaque semaine depuis près de 2 mois, Beyrouth se réveille sous les bombes. Ce dimanche à l'aube, de nouvelles frappes israéliennes ont ciblé la banlieue sud, l'un des fiefs du Hezbollah selon Israël. Plusieurs immeubles résidentiels ont été visés, à Ain el-Remane mais aussi ici à Shia. Cet immeuble de 12 étages a été intégralement détruit. Chaque fois qu'Israël tente d'infiltrer le sud Liban et n'atteint pas ses objectifs, elle nous attaque ici, dans les banlieues. Il est très difficile pour Israël d'atteindre ses objectifs et elle ne pourra pas gagner tant qu'il y aura une résistance dans notre pays. Dans le centre, une frappe israélienne a aussi visé le bureau du parti basse syrien au sein duquel se trouvait le responsable média du Hezbollah, selon une source sécuritaire anonyme. Dans le même temps, dans le sud du pays, Israël a mené des raids sur plusieurs villages, dont 7 en moins de 2 heures sur celui de Jebchid près de Nabatieh. Dans la ville chrétienne de Marjayoun, un tir de drone a notamment endommagé une église. On était en train de dormir quand c'est arrivé. Quand on s'est réveillé, on a vu que la frappe avait atteint cette maison près de l'église. Tout a brûlé. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 10 lieux de culte, dont 8 mosquées, ont été détruits au Liban depuis le début du conflit. Et donc, comme vous venez de le voir, cette soi-disant opération qui doit se passer sur le sud Liban cause plus de morts dans les immeubles résidentiels du Liban. Comme à Gaza, où soi-disant on était là-bas pour combattre le Hamas, mais on passait son temps à détruire des bâtiments civils. C'est de ça que Joe Biden ne voulait pas ou ne veut pas que les gens focalisent sur ça et que les membres du Sud global ou des BRICS qui sont dans le G20 ne mettent pas au devant de la scène. Parce que ça, c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est lui qui continue de donner à l'administration de Netanyahou les armes pour continuer ce massacre. Et à Gaza, les choses ne s'arrangent pas puisque là où eux-mêmes ils ont revendiqué avoir battu le Hezbollah, avoir battu le Hamas, avoir porté atteinte au Hamas, eh ben on ne comprend pas. Vous avez battu le Hamas ou pas? Si vous avez battu le Hamas, pourquoi vous ne laissez pas les gens tranquilles comme on peut le voir dans cette vidéo? Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire reste catastrophique. Des frappes israéliennes ont fait plusieurs dizaines de morts et plusieurs dizaines de blessés ce matin. L'un des raids a visé une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Bourej. Hier, au moins 24 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans l'enclave palestinienne où l'on retrouve tout de suite Rami Abou-Jamous, journaliste dans la bande de Gaza. Quel est le bilan des dernières frappes israéliennes ? D'après les sources médicales, on parle de 92 victimes. Toutes ces personnes sont mortes suivant à des bombardements dans le nord de la bande de Gaza et à Al-Bourej al-Serrat. Dans le nord de la bande de Gaza, il y a eu 72 morts. Et ces 72 morts ont été tués suite à des frappes à plusieurs bâtiments qui appartenaient à des familles, de 4 familles. La majorité, c'était pendant la nuit. Malheureusement, dans cette zone-là, les habitants ils sont encerclés depuis plus que 45 jours et le service de la protection civile ou la défense civile est sorti de service depuis presque 25 jours. Donc malheureusement, ils sont restés sous les décombres juste le lever de soleil pour que les gens ou les voisinages vont les secourir. Et surtout, il n'y a pas des ambulances, il y a pas de voitures, donc ils sont portés sur les épaules ou bien sur des charrettes tirées par des animaux. Et surtout, le seul hôpital qui opère dans cette zone-là, c'est l'hôpital Kamal Adwan qui a été visé plusieurs fois par l'armée de l'occupation. Et malheureusement, ils n'ont pas les moyens
rien, ni le cadre médical. Il y a juste un seul chirurgien, malheureusement. Donc, le flux de blessés qui arrive peut augmenter les victimes et les morts dans cette zone-là. Pour Al-Bolej et Al-Serat, ça a été bombardé aussi des bâtiments, des familles, qui a fait à peu près 24 morts à cause de ces bombardements. La situation humanitaire en général, c'est catastrophique parce qu'il n'y a pas d'aide alimentaire qui passe. Les dernières aides alimentaires qui sont rentrées, ça datait de 5 jours et c'était juste 30 camions. Et 30 camions pour 1,7 million de personnes qui habitent au sud, c'est pas du tout suffisant. Dans le sud de la bande de Gaza, il y a une crise de farine parce que les gens, ils mangeaient un peu du pain et quelques boîtes de conserve. Aujourd'hui, malheureusement, ce pain n'existe pas, donc on se rapproche de plus en plus vers la famine comme le nord. Il n'y a pas de limite au... Voilà. Si on cherchait la raison principale de pourquoi Joe Biden a voulu faire cette annonce juste avant le sommet des G20, c'était pour éviter que l'actualité ne se tourne vers le plus grand massacre du XXIe siècle dont son pays est le principal complice ou en tout cas le principal fournisseur d'armes, celui-ci. Et c'est ça son bilan. Et pour la dernière sortie internationale qu'il avait à faire, il n'avait pas envie que l'on revienne sur ça. Et donc il a fait exprès de saboter l'agenda international, de mettre l'agenda international sur une escalade du conflit russo-ukrainien qui est sur le point de connaître une fin que lui ne pensait pas, pour éviter qu'on ne pose des questions sur les choix catastrophiques de son administration. Comme lui-même l'a reconnu, il n'y a pas un président américain qui n'a autant fait pour Israël que lui a fait pour Israël pendant son mandat. Et donc c'est à ça qu'il voulait échapper. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.